6 juin 1944. Utah Beach devient un champ de guerre. 197 morts. Elle est la première plage prise d'assaut par les Alliés. 80 ans plus tard, pour ne pas oublier, une reconstitution est réalisée. Mais aujourd'hui, ce sont les vestiges de cette mémoire qui sont confrontés à un tout autre ennemi. La nature, la mer. Le réchauffement climatique et la montée des eaux menacent les vestiges du débarquement, à commencer par le musée d'Utah Beach, un des plus anciens de l'histoire du D-Day. Il est construit à l'endroit même où les troupes ont débarqué et est en proie à la submersion marine. Nous sommes devant le cordon dunaire qui est juste devant le musée d'Utah Beach. C'est un cordon qui a un peu souffert il y a quelques années. On a remis du sable plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 2022. Et nous avons une autorisation de l'État d'en remettre jusqu'en 2028. Suite à l'étude, dont le bilan sera dressé mi-2026, le musée pourrait déménager. Un crève-cœur pour le maire. Pour moi, ça sera quelque chose de très difficile parce que, comme les vétérans, peut-être encore plus que moi, sont très attachés à ce lieu. C'est un lieu symbolique, c'est la seule plage du débarquement de la Manche et c'est un lieu qui est connu dans le monde entier. C'est quand même un peu compliqué d'abandonner tout ça. Et Utah Beach est quelque chose qui est un lieu qui est lié à la mer. Donc sans aller plus loin de la mer, on change complètement le sens des choses. Les touristes sont eux aussi attachés à ce lieu. Ce serait un grand dommage, une perte pour l'histoire humaine. Ce qui est triste là-dedans, c'est que et le musée et l'histoire et la mémoire vont disparaître et la planète nous dit qu'elle n'en peut plus. Un changement de notre environnement qui se ressent aussi à l'extrémité de la région en Seine-Maritime. Ici, les falaises fascinent et attirent chaque année des milliers de touristes, mais elles peuvent pourtant se révéler très dangereuses. Des pans de falaises s'effondrent régulièrement, obligeant certains habitants à plier bagages, ou pire, menant à la mort. La commune d'Étretat en fait partie. Francis est photographe. Sous l'œil de son appareil photo et de son drone, il observe chaque année l'érosion de la côte dans cette zone. Et là, on voit très bien la fracturation de la falaise calcaire et l'espèce de travail de sape en dessous par la mer. Et on a un risque à terme d'un éboulement de toutes ces parties-là. Aussi professeur de SVT, il partage ses clichés impressionnants à ses élèves. Ici, à Étretat, si les éboulements sont plus rares, ils restent néanmoins très très violents et il y a toujours du monde. Donc là, par contre, il y a un vrai danger. La falaise, de toute façon, recule. Mais par contre, on a un petit pincement au cœur quand c'est des maisons qui sont soit évacuées parce qu'en danger, soit carrément détruites. Et c'est en prenant de la hauteur que Francis arrive à déterminer au mieux le recul du littoral. Le drone, ça me permet de choisir très exactement l'angle et la situation qui permet de mieux voir le relief de la roche, des éboulis. Là, sur la côte entre Le Havre et Dieppe, il y en a plusieurs par an. Des spectaculaires. Et il y en a énormément des petits qui passent inaperçus. En Seine-Maritime, dans la Manche et dans le Calvados, l'érosion et la submersion sont plus que jamais des sujets d'actualité. Ce recul du trait de côte, maintenant on le sait, il est inéluctable. On ne pensait pas que ça arriverait aussi vite que ça. Mais maintenant, ces maisons-là sont menacées. Quand ça bouge, par contre, ça peut être vraiment très très dangereux. Le temps est compté. Selon les experts du GIEC, d'ici 2100, la mer devrait monter d'1 mètre, avec des conséquences directes sur l'économie, la société, l'agriculture et le patrimoine normand. Entre ce parapet-là
et l'A514, tout ce secteur-là sera inondé. Ça représente entre 250 et 300 maisons. Avec le changement climatique, maintenant les choses vont très vite. Et du coup, la question du temps de l'adaptation est posée. Les données du CEREMA, l'expert public de l'adaptation au changement climatique, pointent du doigt les presque 80 000 habitations d'une valeur estimée à plus de 10 milliards d'euros qui pourraient être amenées à disparaître d'ici la fin du siècle en Normandie. Il y a une solution, c'est le repli stratégique. C'est peut-être se cacher la face que de ne pas vouloir y réfléchir, mais c'est aussi très compliqué d'imaginer ce que peut être le monde enfoui sous la mer, quoi. Alors une question se pose. Les Normands sont-ils prêts à vivre à l'épreuve des vagues ? Entre meubles et cartons, pas de doute, David et sa femme Claudine sont en plein déménagement. À l'horizon, la mer, qui grignote de plus en plus la côte. Nous sommes à Montmartin-sur-Mer. Ils ont appris il y a plusieurs années par le conseil régional qu'ils devraient quitter leur logement en raison de la montée des eaux. Il y a eu des périodes difficiles. Ça fait 5 années un peu de galère, de doute et enfin d'espoir un peu à la fin. Mais voilà, donc on a accepté les conditions. On n'était pas forcément obligé d'accepter cette proposition-là. On pouvait rester, mais bon, après on pouvait aussi tout perdre. On était un petit peu coincé de toute façon. Même si on avait persisté, de toute façon, la mer elle approche. Il y a un moment, il a fallu prendre la décision de partir, quoi. D'emballer tout ça pour refaire une nouvelle vie. Premier déplacé climatique du département, c'est avec émotion qu'ils disent adieu à toute leur histoire. Et ils peuvent compter sur Jérôme, le beau-fils de David, venu prêter main forte. Lui aussi est nostalgique. Ça fait mal au cœur. C'est un beau... Le spot est sympa. C'est vraiment en plus un endroit agréable. C'est vraiment un endroit où on ressourçait, quoi. J'ai connu mon arrière-grand-père ici, mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai passé beaucoup de vacances ici avec eux. Donc de fortes émotions. Ouais. Le corps de ferme a été racheté par le Conservatoire du Littoral pour être détruit. Mais le couple a aussi perdu son troupeau d'agneaux de pré-salé. Il a été revendu, de même que ces 4 hectares où pâturaient leurs animaux. La parcelle appartient désormais au domaine public maritime. Notre devoir est de protéger les habitations existantes, mais surtout ne pas aggraver le problème à travers des constructions supplémentaires. En Normandie, l'élévation du niveau de la mer se manifeste par plusieurs phénomènes. D'une part, par l'érosion des falaises. D'autre part, par la submersion marine, comme lors des tempêtes. Le réseau d'observation du littoral étudie ces phénomènes. En Normandie, vous avez vraiment une pluralité de paysages. Vous avez à la fois ce qu'on appelle des côtes d'accumulation, donc ça peut être des plages de sable, des plages de galets, et vous avez aussi des côtes avec des profils d'ablation. Donc c'est ce qu'on appelle les côtes à falaises. Donc il y a certains secteurs en Normandie qui sont déjà très impactés, comme le secteur de Saint-Jean-le-Thomas, en baie du Mont-Saint-Michel. Vous avez aussi le secteur de Sainte-Marie-Utah Beach, sur la côte est du Cotentin. Dans le Calvados, on a un secteur qui est très sensible aux problématiques d'érosion, qui est le secteur de Vers, Meuvaines et Annelles. Et ensuite, si on remonte vers la Seine-Maritime, vous avez Criel-sur-Mer. Donc on est là pour éclairer la décision politique des acteurs qui sont en charge de la gestion du littoral. Donc on leur fournit en fait toute l'information, toutes les données nécessaires à la prise de décision, à écrire des scénarios de gestion de leurs littoraux à moyen et à long terme. Et justement, pour empêcher le trait de côte de reculer, des solutions existent depuis des décennies en Normandie, comme les digues, les enrochements, les réensablements ou encore la renaturation. Prenons la direction de Barneville dans la Manche. Une dizaine d'engins s'occupent de décharger des milliers de mètres cubes de sable sur la plage tous les ans. Ici,
en 2024. Notre trait de côte a reculé de 6 mètres et là ce que l'on fait c'est un reprofilage de plage. C'est des méthodes douces, c'est-à-dire sans enrochement. Parce qu'en ayant une pente douce, la mer va arriver et va perdre son énergie et ne viendra pas abîmer le cordon dunaire. L'objectif, éviter que la mer ne monte et impacte les maisons nichées sur la dune. Là, il y avait urgence à intervenir parce que si on avait temporisé, on aurait pu trouver une situation beaucoup plus dégradée avec probablement aussi la destruction d'un ouvrage. 160 000 € ont été déboursés pour cette méthode de protection, financée par l'État et par les communes de Barneville et Saint-Jean-de-la-Rivière. Un investissement de taille, mais essentiel. Nous subissons les éléments naturels, nous ne maîtrisons pas et nous essayons de nous adapter chaque fois au changement. On se rapproche sensiblement du boulevard maritime et à ce moment-là, c'est plus du tout le même prix. Il y a un boulevard qui a coûté très cher, derrière il y a des constructions, donc on essaie de protéger au maximum. À Anel, dans le Calvados, ce sont des digues et enrochements qui sont en place. Mais le maire est terre à terre. Ces ouvrages seront de moins en moins efficaces sur la durée. Je pense qu'il faut être réaliste. On n'arrivera jamais à lutter contre la mer. On maintient l'existant à travers nos systèmes d'endiguement, on les maintient en état pour se donner du temps, de la réflexion et de prévoir les choses. Voilà, on est certain qu'il y aura ce phénomène. Un avis partagé par les spécialistes. Ce sont des solutions qui peuvent être tout à fait appropriées au droit de zones urbanisées, mais qui restent tout de même des solutions à court et moyen terme, puisqu'on voit bien les effets à long terme que la mer a sur ces ouvrages, avec le sapement des ouvrages, la mise à mal, la destruction de certains ouvrages qu'il faut entretenir, reconstruire et qui coûtent très très cher à la collectivité. La protection faite par l'enrochement a baissé environ de 50 cm. Donc si on veut le remettre au niveau initial, la première estimation qu'on a fait, le coût est d'1 million. Alors pour le maire, il faut penser au futur de la commune. La solution, c'est de préparer l'avenir à travers une redistribution des espaces géographiques. Il va falloir prévoir une recomposition spatiale pour relocaliser ces gens-là. Nous, ce qu'il faut, c'est sensibiliser les gens à ce risque. Demain, il y a des réfugiés climatiques. Quelque part, on affole les gens en leur disant « mais oui, mais demain, vous allez être obligés de partir ». Sauf qu'aujourd'hui, l'avancement des travaux, des études ne permet pas de leur dire comment on va solutionner leurs problèmes. Ici, la majeure partie des habitations situées en zone inondable sont des maisons secondaires. Et pourtant, certains pensent déjà à passer le cap, comme Françoise. J'habite ici en secondaire depuis plus d'une trentaine d'années. Initialement, ce qui devait être une maison de retraite, finalement, sera juste une maison de loisirs parce que nous sommes très conscients de la montée des eaux. Et en 30 ans, j'ai vu vraiment les choses se faire. L'enrochement baisse, il s'affaisse sur lui-même, au moins facilement 40-50 cm. Et donc aussi, les tempêtes, maintenant, ça y est, ça passe par-dessus. Quand il y a une tempête avec un vent du nord, là, c'est assez dramatique parce que ça passe au-dessus de la digue. Ouais. Sa maison sera prochainement vendue pour éviter de faire face au risque d'envahissement de la mer. Il faudra vraiment, et on le fait déjà sur bon nombre de communes, se dire est-ce que je lutte contre, est-ce que je subis ou est-ce que je m'adapte ? Malgré tous les efforts pour lutter contre la montée des eaux, la nature reprend petit à petit ses droits. Comme à Criel-sur-Mer, village de 2600 habitants. Fabien est agent immobilier depuis 5 ans sur le secteur et il le connaît comme sa poche. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué sur Criel. On sait que la falaise, en fait, tous les ans, elle recule en fait, entre 5 et 30 cm par an. Et on va dire toutes ces rues-là, en fait, tout a été condamné. Ces maisons-là ont été construites il y a quand même 40-50 ans, où là, au niveau du paysage, vous voyez directement, la vue, elle est imprenable. Mais malheureusement, je veux dire, au fur et à mesure du temps, on va dire que la nature reprend ses droits
Et il y a un risque en fait pour les habitants de subir en fait ces effondrements de falaises. Pourtant, la commune attire toujours autant de Français et étrangers désireux d'une résidence secondaire avec un cadre idyllique. Il y a quand même beaucoup de clients, que ce soit des Parisiens, des Belges, qui achètent ici pour venir se ressourcer les week-ends, les vacances. Souvent, vous avez des clients en fait, qui cherchent justement à avoir le côté en fait, par rapport à la mer, d'être au plus proche, parce qu'ils n'ont pas forcément la chance de l'avoir chez eux. Et donc du coup, ils essaient en fait, de trouver des résidences en bord de mer. Certains habitants ont déjà tout quitté. Des départs précipités et dans l'urgence, car les effondrements de falaises ne préviennent pas. Les habitants de cette maison ont été expropriés en novembre 2023. Le bâtiment n'était plus qu'à une dizaine de mètres du vide. L'objectif, c'est de protéger les personnes. Le bien étant menacé, on connaît, dès lors que le risque est avéré, on connaît son devenir. On a effectivement une quinzaine de maisons qui ont été déconstruites par rapport à ce phénomène. Et puis l'histoire est en marche. Des études démontrent que d'ici une vingtaine d'années, on a 11 maisons encore qui seront touchées à Criel. C'est 32 maisons à 50 ans et 70 maisons à la fin du siècle. Alors la solution, préparer la population à se déplacer. Il n'est pas envisageable de faire des structures en béton en pied de falaise, sur des falaises qui font 70-80 mètres de haut. De toute façon, la mer, un jour ou l'autre, va contourner. Et puis, engloutir des sommes astronomiques, non. La solution, c'est le repli stratégique. On repense complètement la configuration du littoral. Donc là, on est sur des projets pérennes, à très long terme, et qui prennent du temps, mais qui, manifestement, pour certains secteurs, sont les solutions les plus adaptées. Mais tout laisser derrière soi du jour au lendemain, ce n'est pas si simple. À 62 ans, Fanny a des souvenirs plein la tête dans cette maison du Ménilval, vue sur la Manche, qui lui a été transmise par ses parents. C'est le point de rencontre de toute la famille, donc ça s'appelle une maison de famille, dans le sens que ma sœur maintenant a hérité de la maison d'à côté. Et à l'époque où mes parents étaient encore là, il y avait tous les cousins, toutes les cousines. C'est un endroit qui est très dépaysant, qui est à 2h30 de Paris, donc il se fait très facilement. Située à 200 mètres de la falaise, cette maison sera un jour menacée. Fanny en a bien conscience. Pour nous, plus ça tombe, plus belle est la vue. Mais un jour, on sera de ceux qui tomberont. Malgré le risque, elle préfère rester ici, comme beaucoup d'habitants du littoral. Sur tous les secteurs qui subissent de l'érosion et où des bâtiments ou des enjeux sont menacés, le constat il est le même partout. Les gens sont anxieux, les gens ne sont pas toujours prêts à partir. Ce sont souvent des gens qui sont assez fortunés, qui n'ont pas forcément de descendants et donc qui veulent profiter le temps qui leur est donné d'une vue imprenable sur la mer, profiter de l'instant et ne pas se projeter plus loin que ça. Chez Fanny, pas d'inquiétude, plutôt de la résignation. Pas question de plier bagages et d'abandonner son petit cocon. Je me réjouis de cette vue qui est magnifique, avec cette luminosité, avec ce tableau. Le ciel, le soleil, la mer, tout ça, c'est un vrai bonheur. C'est certainement mon point de chute, mon repli. Donc c'est très important pour moi. Maintenant, vendre la maison parce qu'elle devrait tomber bientôt, parce que je pense que le trait de côte va partir au fur et à mesure que je vais vieillir, et quand je vais mourir, la maison mourra avec moi, ce qui me fait... Ouais, en tous les cas, je préfère qu'elle meure avec moi qu'elle soit quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est mon choix. C'est une question qui est difficile. Lorsqu'on touche à une maison, à un terrain,
On touche à l'affect et c'est une approche très sensible et des gens sont bien évidemment prêts encore à dépenser beaucoup d'argent pour maintenir une ligne de défense devant leur maison, pour rester dans leur maison. Et oui, c'est une forme de déni, mais voilà, qui peut se comprendre. On a les souvenirs, on a la famille, on a un bout de vie à cet endroit-là. Donc quand on évoque qu'il faut partir, c'est forcément difficile. Ces dernières années, la population a tout de même pris de plus en plus conscience des risques encourus par la montée des eaux. Comme le constate Fabien, l'agent immobilier. Les maisons au plus proche de la falaise sont parfois difficiles à vendre ou s'achètent moins cher que le prix imaginé par les propriétaires. Ça, il y a une réelle prise de conscience en fait, par rapport aux clients. Je veux dire, au niveau de nos acquéreurs, les gens nous demandent quand même régulièrement à quelle distance on se situe de la falaise. On sait très bien que généralement, même si on trouve des acquéreurs par rapport à ces maisons-là, la mairie a un droit de préemption, généralement par rapport à ça. Les clients du coup sont indemnisés par rapport, on sait par rapport au fonds Barnier. La mairie après a toute la possibilité en fait de mettre en sécurité les lieux et de procéder à des démolitions. Comme il y a déjà eu le cas à plusieurs endroits sur Criel. Il y a des clients pour qui c'est rédhibitoire. En fait, ils préfèrent acheter une maison, beaucoup plus loin de la falaise et pas avoir la vue mer, mais par contre être tranquille en fait dans les années à venir. Des réticences qui n'impactent toutefois pas le marché immobilier sur le littoral, mais qui peuvent poser problème aux collectivités. Le droit de préemption, c'est gentil, mais sur un recul brutal, on fait comment ? L'amortissement pour une commune, s'il faut 10 ou 20 ans pour amortir un bien, faut pouvoir le louer pendant 10 ou 20 ans. Et si la maison tombe sur l'estran dans les 2 ans, comment on fait, quoi ? Si les Normands et touristes s'imprègnent de plus en plus du risque, c'est aussi grâce à la sensibilisation menée par les associations, les communes et l'État. Direction Saint-Jean-le-Thomas, à 2 pas du Mont-Saint-Michel. Ici, la côte recule inexorablement. On est sur un site qui évolue depuis longtemps et très vite. Il faut imaginer que là où je suis sur le trait de côte 2024, mais si je revenais 80 ans plus tôt, le trait de côte serait quasiment 400 mètres plus loin côté mer. Là, c'est un petit peu le symbole du recul du trait de côte dans la Manche et c'est le site le plus parlant. Alors en juillet 2023, 17 bornes comme celle-ci ont été installées sur les plages manchoises. Le principe, être les yeux des scientifiques en prenant une photo sur le support et en leur envoyant le cliché en flashant un QR code. On va pouvoir recaler toutes les photos les unes par rapport aux autres, les comparer. Et à partir de là, on est en possibilité de voir la position du trait de côte, de voir les profils de plage, les variations de hauteur de sable et globalement évolution de l'environnement de la plage qui nous intéresse avec ces stations. Ce dispositif, chiffré à 130 000 € pour une durée d'exploitation de 3 ans, devrait aussi servir à alerter habitants et touristes. Je pense que ça contribue à aider chacun à se rendre compte du phénomène. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de Manchois qui me disent depuis que je suis tout petit, je regarde la côte, je regarde la plage, je vois qu'elle évolue. Et justement, la borne intrigue les passants. À première vue, je trouve ça super intéressant. On n'est pas forcément du coin, mais maintenant, si je vois cette borne-là, je n'hésiterai pas à scanner le QR code, à mettre mon smartphone et faire un relevé. Je suis complètement pour ce genre d'initiative. Avec ses 450 km de côte, la Manche est en première ligne face à l'élévation du niveau de la mer. Dans la Manche, notre propos, c'est pas de dire il y a recul du trait de côte, on arrête tout, on s'en va, mais de se dire comment en fait on vit avec ce phénomène, comment on adapte nos activités. Et donc pour ça, on a besoin de bien comprendre les phénomènes. Et on a fait le constat dans la Manche qu'il y avait donc un certain nombre de scientifiques qui suivaient en fait ce trait de côte et qui avaient besoin de données. Donc l'idée du département de la Manche, ça a été d'impliquer les citoyens dans ce recul du trait de côte. Petit à petit, vous-même, vous vous rendez compte à travers les clichés que vous prenez régulièrement de cette évolution. Et ça, c'est important. Mais la question va continuer de se poser. Partir ou rester et prendre le risque. En Seine-Maritime, à Quiberville-sur-Mer, c'est tout un camping qui a dû se déplacer. Une première en France. Vous avez une élévation du niveau
Ici, nous avions de l'eau jusqu'ici et donc il y a eu plus de 100 caravanes qui ont été complètement détruites et ça a été ravagé, le camping. Donc tout ça, on venait de le construire en 95. Et donc on a été obligé de refaire tous les intérieurs, les placos, tout ça. Pour éviter de fermer, le camping a dû s'éloigner de 700 mètres par rapport à son emplacement initial. On a mis le temps, bien sûr, puisqu'il a fallu faire des acquisitions, modifier le PLU, trouver les financements. Et l'autre camping municipal va faire l'objet d'une fermeture définitive pour justement redonner à la biodiversité toute sa place, c'est-à-dire qu'on va renaturer l'endroit et qu'on va supprimer les bâtiments qui étaient dans la vallée pour redonner au Conservatoire littoral un terrain vierge pour le renaturer complètement. Une solution à court terme, puisque les propriétaires le savent, ils devront un jour renoncer à ce terrain repris par la nature. Entre les tempêtes annoncées plus violentes et récurrentes, la montée des eaux devrait s'accélérer dans les prochaines années selon les experts. Le Havre, Granville, Ouistreham, partout en Normandie, ils le savent. Les habitants au plus proche de la mer seront bientôt les pieds dans l'eau. La région compte déjà ses déplacés climatiques. Les solutions et décisions politiques restent, elles, encore à venir.